Merci, Dr. Stuckelberger, de m'avoir invité à parler à cette conférence. J'en profite pour saluer les gens du Québec. Plusieurs sont en ligne présentement, alors je vous salue. C'est un honneur de vous parler. C'est un honneur de parler aussi à tous ceux qui sont en ligne en direct. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont présents à la conférence pour parler de divers sujets. Je crois que c'est très enrichissant pour tous ceux qui sont présents et ça nous permet de faire des liens entre les différentes disciplines. Et j'aimerais aussi faire une mention particulière à Maître Carlos Brusa, comme confrère avocat, dont j'écoute les capsules live et sur le web depuis des mois. C'est un honneur de vous avoir rencontré aujourd'hui. Vous êtes une grande inspiration pour tous les avocats dans le monde présentement. Alors, je voulais vous remercier. Alors, juste une petite anecdote avant de commencer le sujet. En Suède, on arrive, la chose qui frappe, c'est qu'il n'y a pas de masque. Au Québec, présentement, il y a une obligation de porter les masques dans les lieux publics fermés. Ici, pour votre information, je suis allé tout à l'heure dans un dépanneur acheter de la gomme, qui est une supérette, comme vous appelez en Europe, et je n'avais aucune obligation de porter le masque. Et je dois vous dire que c'était très libérateur. Et cette obligation-là est présente partout, un peu partout dans le monde de porter le masque. Mais en Suède, c'est la liberté totale et le choix laissé aux gens de porter ou non le masque dans les lieux publics fermés. Et hier, nous avons l'occasion aussi d'aller manger tous ensemble dans un restaurant. Et jusqu'à hier, le fait de manger dans un restaurant depuis quelques mois, pour beaucoup de gens, c'était devenu de la science-fiction. Mais ici, en Suède, c'est la réalité. Alors, je voulais vous le souligner. Alors, sur la situation au Québec, présentement, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire aux alentours de la mi-mars de 2020, en vertu de l'article 118 de la loi sur la santé publique, qui prévoit ce qui suit. Le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans toute ou partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé de la population réelle ou imminente exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé de la population. Et je crois que dans d'autres juridictions comme en France, en Angleterre, en Allemagne, des dispositions semblables sont prévues dans les lois sur la santé publique. Alors, c'est en vertu de cette disposition que le gouvernement du Québec a déclenché l'état d'urgence sanitaire qui est maintenu encore en date d'aujourd'hui et renouvelé de 10 jours en 10 jours par la cellule gouvernementale et non pas par l'Assemblée nationale, puisque jusqu'à maintenant, aucun débat n'a été tenu à l'Assemblée nationale du Québec sur la question de savoir si l'état d'urgence devait être maintenu ou pas. Et selon moi, en tant que juriste, cela soulève des graves questions, des importantes questions au niveau du droit constitutionnel qui devront être débattues prochainement devant les tribunaux, tant canadiens que québécois. Alors, sur les mesures en place, pour votre information, pour ceux qui ne sont pas résidents du Québec, nous avons le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Il y a également fermeture des restaurants, des gyms, des salles de sport, des centres de yoga qui a été renouvelé au fin septembre, début octobre, qui est encore présentement en vigueur. Le gouvernement québécois a également décrété que tous les commerces non essentiels devront fermer le 25 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc, ils sont ouverts encore jusqu'au 25 décembre. Il y a également interdiction pour les gens de rassemblement dans les domiciles privés. Alors, ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut aller visiter, ni amis, ni famille, dans les résidences privées. Et le gouvernement a également décrété que pour les fêtes de Noël et du jour de l'an, aucun rassemblement ne serait permis. Après l'avoir permis pour 4 jours, par la suite 2 jours, et par la suite l'avoir retiré sur une période de 3 semaines. Donc, à l'intérieur de 3 semaines, 2-3 semaines, le gouvernement a permis les rassemblements pour les fêtes de Noël, les a modifiés à 2 jours et pour par la suite les annuler totalement. Donc, c'est inédit au niveau des fêtes de Noël qui sont interdites pour les rassemblements. Alors, en tant que juriste, quand on regarde des mesures telles que celles imposées par le gouvernement du Québec à sa population, comme dans d'autres juridictions comme la France, un peu partout en Occident, en Europe et aux États-Unis,
la question qui se pose, c'est la suivante. Comment peut-on justifier de telles mesures qui portent atteinte grave et sérieuse aux droits constitutionnels qui sont prévus par la Charte canadienne des droits et libertés, comme les droits suivants: le droit à la liberté et à la sécurité, droit au rassemblement, droit aux réunions pacifiques et au droit à l'association qui sont prévus et enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés, comme dans d'autres lois dans des juridictions européennes également. Alors, pour reprendre ce que Maître Brouza disait ce matin, la question qui se pose pour les citoyens, c'est la question de faire valoir ses droits en tant que sujet de droit et non pas de subir les mesures qui sont imposées aux citoyens en tant qu'objet de droit. Alors, comment faire valoir ses droits en tant que citoyen? Premièrement, il est important de connaître ses droits, de s'informer de ses droits et par la suite d'avoir le courage de les faire valoir devant les tribunaux. Plusieurs recours ont été déposés au cours des derniers mois dans différentes juridictions. J'aimerais tout d'abord souligner le dépôt de la plainte pénale par Maître Carlos Brouza, qui est très récente en France relativement à la question des vaccins. J'aimerais également souligner le dépôt d'un recours au Canada, à Toronto, par Maître Rocco Galati, qui est un avocat avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, de travailler, et qui sera le prochain conférencier. Et après avoir pris connaissance de ce recours, je vous invite tous à le faire. Il s'agit, selon moi, du plus important recours et du recours le plus complet qui a été déposé devant les tribunaux présentement relativement à toutes les mesures COVID qui sont imposées par un gouvernement. Également, il y a plusieurs recours qui ont été déposés devant les tribunaux américains pour avoir fait des recherches en jurisprudence américaine. Et c'est ce qui me donne espoir parce que, compte tenu de l'évolution de la situation au niveau scientifique, avec les données qui sont sorties depuis les derniers mois, les tribunaux présentement posent énormément de questions relativement à savoir si une analyse coût-bénéfice a été effectuée par les autorités gouvernementales pour imposer les mesures et si une analyse a été faite quant aux dommages collatéraux qui pourraient être causés par les mesures imposées par les gouvernements à sa population. Et je vais vous citer une de ces décisions-là de la Pennsylvanie, où un juge a déclaré inconstitutionnelles les mesures de confinement qui avaient été imposées par le gouvernement de l'État et a déclaré inconstitutionnelles les fermetures des commerces considérés comme non essentiels. Et j'aimerais vous citer un extrait de la décision qui pose, selon moi, les jalons fondamentaux qui doivent être adressés par les tribunaux dans le cadre de tout recours qui sera intenté et entendu relativement aux mesures COVID. Alors, voici la citation. Je vais la citer en anglais puisque la décision est en anglais. The court closes this opinion as it began by recognizing that defendants' action at issue here were undertaken with the good intention of addressing a public health emergency. But even in an emergency, the authority of government is not unfettered. The liberties protected by the Constitution are not fair-weather freedoms, in place when times are good but able to be cast aside in times of trouble. There is no question that this country has faced and will face emergencies of every sort, but the solution to a national crisis can never be permitted to supersede the commitment to individual liberty that stands as the foundation of the American experiment. The Constitution cannot accept the concept of a new normal. Parce que beaucoup d'autorités présentement nous parlent de la nouvelle normalité ou du new normal. Et dans cette décision-là, le juge dit « The Constitution cannot accept the concept of a new normal where the basic liberties of the people can be subordinated to open-ended emergency mitigation measures. Rather, the Constitution sets certain lines that may not be crossed, even in an emergency.
Actions taken by defendants cross those lines. It is the duty of the court to declare those actions unconstitutional. Thus, consistent with the reasons set forth above, the court will enter judgment in favor of the plaintiffs. Donc, essentiellement, dans cette décision, le tribunal en vient à la conclusion que même en temps d'urgence, les droits constitutionnels des citoyens ne sont pas mis de côté et qu'une situation d'urgence ne peut pas justifier l'imposition de mesures qui dépassent les lignes qui sont tracées par la Constitution. Et je crois que cette décision-là pourrait être appliquée dans toute juridiction qui prévoit des droits constitutionnels tels que ceux prévus dans la Constitution américaine et dans la Constitution canadienne. Et une autre chose qui me donne espoir, c'est la décision qui a été rendue par le tribunal portugais sur les tests PCR. Dans cette décision, le tribunal portugais a conclu que l'imposition d'une quarantaine à des citoyens qui avaient testé positif à un test PCR n'était pas justifiée, compte tenu que 2 études scientifiques concluait à la non-fiabilité de ces tests au-delà d'un certain taux d'amplification et a cassé les mesures de quarantaine qui ont été imposées à 4 citoyens allemands. Et ce qui m'amène à dire que la collaboration des scientifiques et des médecins dans des dossiers qui seront déposés par des avocats est essentielle, compte tenu des questions en jeu. Si on revient à l'article 118 de la Loi sur la santé publique du Québec qui prévoit qu'un danger imminent et réel doit exister pour la santé de la population du Québec pour imposer l'état d'urgence sanitaire, des questions médicales et scientifiques sont centrales à l'application de cet article. Et mon message à la communauté juridique et à la communauté scientifique et médicale est qu'une collaboration est essentielle entre les deux communautés pour mener à bien les recours qui sont déposés devant les tribunaux. Et j'ai l'occasion moi-même de travailler avec de tels scientifiques et médecins. Et je les remercie infiniment de leur générosité et de leur apport à mon dossier. Et je sais que des scientifiques et des médecins travaillent également avec d'autres avocats, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie ou dans d'autres juridictions, pour aider les avocats à faire valoir les droits de leurs clients devant les tribunaux. Une autre question qui préoccupe également la population, surtout au Québec, est la question de la vaccination. La population se demande si la vaccination sera rendue obligatoire par le gouvernement du Québec, comme le prévoit la Loi sur la santé publique. En tant que juriste, et je crois que c'est un propos qui est partagé également par mon collègue Maître Brouza et d'autres intervenants qui ont parlé lors de la conférence, lorsque j'entends la docteure Alexandra Orion-Côte dire ce matin qu'elle considère que les vaccins sont une expérimentation génétiquement conçue, et lorsqu'on entend le professeur Perron également dire que les vaccins sont considérés comme de la thérapie génique, sans me prononcer sur la question de la vaccination à ce stade-ci, je crois qu'à tout le moins, de tels propos devrait porter à réfléchir et soulève des questions importantes au niveau éthique et légal qui devront être nécessairement débattues devant les tribunaux, advenant qu'une autorité gouvernementale impose la vaccination obligatoire à sa population. Alors, en conclusion, le message que j'aimerais lancer aux auditeurs et à la communauté juridique et scientifique, je crois que nous sommes rendus à un point où il est important que les gens fassent valoir leurs droits en tant que sujet de droit, que la communauté juridique puisse appuyer les citoyens qui veulent faire valoir leurs droits devant les tribunaux et qu'il est important que la communauté scientifique et médicale appuie la communauté juridique pour faire valoir les droits des citoyens qui veulent recourir aux tribunaux pour contester les mesures liberticides qui leur sont imposées par les autorités gouvernementales de leurs pays respectifs. Et sur ces paroles, je vois que Maître Rocco Galati est maintenant en ligne.
Je prends le micro. Voilà. J'ai juste une question, Dominique. Avant, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question. Maître Brouza aimerait participer avec vous, donc on va avoir 3 grands avocats du monde, et comme ça, Maître Rocco pourra aussi être avec nous. Mais avant, quand tu as parlé des tests PCR Oui, au Portugal oui, et de cette résolution, cette décision juridique, oui. est-ce que tu pourrais raconter pour ceux qui nous écoutent l'histoire que c'est? C'est-à-dire de nous guider à travers l'histoire des 4 personnes qui sont confinées, etc. Et comment on arrive à raisonner en tant que médecin et professionnel de santé avec toi, parce que tu me l'avais très très bien expliqué. Et comme ça, peut-être tout le monde, juste l'histoire. Oui. Tu Ben, nous walk through. oui. Bon, pour résumer, ce que je comprends de la décision, c'est qu'un citoyen allemand est entré au Portugal et a testé positif à un test PCR. 3 autres personnes qui étaient avec lui ont été également considérées comme des contacts de cette personne. Donc, les 4 personnes ont été placées en quarantaine. La question de la quarantaine a été contestée devant un tribunal de première instance et le tribunal de première instance a conclu à l'illégalité de la mise en quarantaine sur la base du fait que le test PCR, compte tenu du fait que le taux d'amplification n'avait pas été divulgué par le gouvernement et qu'au-delà de 35, selon une étude scientifique à laquelle le professeur Raoult avait participé, ne présentait pas un taux de fiabilité suffisant pour conclure au fait que la personne était infectée par le virus. Donc, il n'y avait aucune justification à la quarantaine. Donc, les autorités portugaises ont porté la décision en appel et le tribunal d'appel a confirmé la décision de première instance à l'effet que la quarantaine n'était pas justifiée dans les circonstances, puisque, dans un premier temps, le test PCR en tant que tel ne pouvait pas conclure au fait que les personnes étaient infectées par un virus. Et non seulement ça, le tribunal a également mentionné qu'il n'avait aucun diagnostic médical devant lui démontrant que les personnes étaient infectées par le virus de la COVID-19, donc que la mise en quarantaine était injustifiée. Alors, on voit là l'importance de la relation entre les normes juridiques applicables, le fardeau de preuve et la science qui est derrière la question des PCR, qui devra également faire la preuve dans certains recours d'une preuve d'expert sur la justification de l'utilisation des tests PCR, la fiabilité des tests PCR, parce que présentement, ce qu'on comprend, c'est que beaucoup des mesures sont imposées en fonction du nombre de cas qui sont positifs qui sont détectés par les tests PCR, alors que si la fiabilité des tests PCR est grandement remise en question, alors une grosse partie du château de cartes s'écroule puisque les mesures qui sont imposées sur la base de tests positifs PCR non fiables posent un grave problème au niveau juridique. Et de la raisonnabilité des mesures qui sont imposées également sur la base d'un test qui présente un taux de fiabilité très douteux. Merci. Merci beaucoup. Je te laisse donc présenter. Oui. Alors, je vois que Maître Rocco Galati est arrivé en ligne. Alors, the next speaker is going to be Mr. Rocco Galati. Mr. Rocco Galati is one of the best, if not the best, constitutional lawyer in Canada. He has made a career of going to court against the Canadian government and different government bodies. He filed on behalf of Vaccine Choice Canada in July of 2020. Very important lawsuit against the Government of Canada, the City of Toronto, the Government of Ontario. The lawsuit is comprised of 190 pages. It's, in my opinion, it's the most comprehensive and most complete lawsuit that was filed in any jurisdiction in the world up to this date. I had the chance to meet Mr. Rocco Galati for various work sessions, and I'm in touch with him on a regular basis. So it's a great honor for me to present you Mr. Rocco Galati as the next speaker. Thank you, Dominic, and thank you to the conference for inviting me. On March 17th of 2020, when the emergency was declared in Ontario, which is a province in Canada, and health measures under the Canadian Constitution are provincial. The federal government has very limited jurisdiction except for quarantine. I tweeted what was to transpire,
which has transpired globally. And I tweeted it because I wanted it on the record for those of us who are awake. I tweeted, here comes the COVID-19 84 frenzy, a totalitarian tiptoe to a new world order. Courts shut down, parliaments shut down, police and military on the street. The death rate from this pandemic will not be any higher than your average influenza. And most deaths will be the elderly and the immunocompromised. And I tweeted that on the day that the emergency was declared in Ontario. In May, I was hired by my clients to bring a constitutional challenge to the measures. July 6th, we filed a comprehensive challenge to all the measures in the Ontario court, which included not just the irrational, unscientific, unmedical, extreme measures, and that they were not based on any science or medicine, and including the constitutional violations that they inflicted. And in that lawsuit, I also pled the international dimensions of where these measures were coming from and were being directed by the likes of Bill Gates, the Gavi, the World Economic Forum, and the international conglomerate of criminals who are directing this. When I filed on July 6th, 2020, government lawyers were calling it a conspiracy theory and threatened to bring an application to throw the case out. Well, since then, everything that I wrote for my clients in this statement of claim on July 6th is history. It's understated, past, old news. Everything we put in there happened, and we're here now living it. And so what happened to the primary challenge we put in was that there was no scientific evidence, the first challenge, to call an emergency. So 2 weeks after we filed the claim, the Ontario government actually less than 2 weeks, actually revoked the emergency order and then played games by putting in a new act to impose some of these same measures by way of health measures. So then the next step was we were about to bring in an injunction, an application to make masking voluntary, and that they didn't have the right to impose mandatory masking. Well, within no time, the Ontario government changed the regulations and said that anyone who invokes an exemption on various grounds, any medical ground, and any ground under the Ontario Human Rights Code, which includes creed, which is belief. So if you don't believe in wearing masks, you can say you're exempt. And they further put in a provision that we were saying is required, which said that when you claim an exemption, you don't have to provide any information nor proof of that exemption. Now, the only problem with changing the law is obviously a lot of people are not current with their rights. But so the masking in Ontario, if you have an exemption, is not mandatory if you invoke an exemption, and they can ask you what your exemption is based on or to provide evidence. So as the school year started in September, things were exemptions in the school system were being honored, but now since then the schools have taken a zero tolerance. Even if you have a letter that you have a medical exemption, they're having the school principal decide whether that medical advice is proper or not. So we're in the middle of launching an application against the schools in Ontario and a lawsuit against the principals and superintendents and school boards, which is going to be filed very soon. So that's where the litigation is here in Ontario. So they're playing this game of shifting sand, which we've seen now for the last since the so-called pandemic was declared, and
our statistics, we have a department in Canada, Statistics Canada, that publishes all sorts of things. And I just pulled out the latest figures going up to August, and it compares the death rates in Canada from 2015 to 2020, and they're virtually unchanged every year, virtually unchanged. So as we know, the PCR test is a fraudulent tool that's being used. You would think that in a pandemic where with all this fear mongering about how many deaths there are, your number of deaths in your country would increase. Well, they haven't. They haven't increased at all. And in fact, this year they're a bit lower than other years, probably because everybody's locked down, so less people are dying in car accidents and other accidents. So it's an insanity that's mind-numbing. Now, in terms of the court challenges, there is some good news, as Dominic said earlier. When these things get to court, there's some sobriety in the court. If you get a fair and honest judge, that's not always guaranteed with the court system. It's been said that the law is a human institution. It's not a laboratory. But I took a lot of solace also in the U.S. Supreme Court. The United States Supreme Court has issued 2 decisions saying you can't lock down the churches. And in the first one, they made a very, very scathing comment saying that the Constitution will not tolerate a tricolored. In North America, they have zones, red zones and gray zones, but in terms of the lockdowns, and the Supreme Court in the United States said the Constitution will not tolerate a tricolored system whereby the liquor stores are fully open as an essential service, but churches, synagogues, and mosques are shut, are closed shut. So from our point here, I'm the executive director of the Constitutional Rights Center in Toronto, and the next challenges we'll be taking, in addition to the large lawsuit that I filed and the injunction that's coming up on the school masking, we're also suing the medical colleges. What's happening in Canada is all the medical colleges have put in a provision that says that doctors cannot say anything that goes contrary to the official line of the World Health Organization or our local health officers. So I represent several doctors who are being disciplined for having spoken the truth on Twitter about the science of the COVID-19 and about the medicine. And so in addition to defending them before the college, we are also going to be suing the college and all those involved in the investigation personally. And this is happening not only in Ontario, we're also doing this in British Columbia, another province in Canada. So as far as my colleagues are concerned, we're trying to organize lawyers. I work with Dominic and other lawyers who are doing cases in Canada. Very few of us have actually challenged these provisions, and we're also I'm also in contact with the U.S. lawyers who are contemplating bringing action, who are bringing action on the COVID. As lawyers, I encourage my colleagues to go to court, challenge these provisions in whole or in part, and it's the only way, as our profession, that we can contribute to putting an end to this madness. Of course, the problem is that the population obviously is traumatized. They don't read. They don't want to read. They don't want to accept that their government could possibly be doing them harm. I'm always, when I'm criticized, they say, why don't you trust your government? And I remind people that, governments have a quaint history of engaging in the following activities: war, genocide, crimes against humanity, persecution, and suppression of every human right ever declared.
So why would I necessarily trust a government that's giving me bogus science, bogus medicine, measures that make no sense, where a small clothing store or shoe store has to close down in Canada, but Walmart and Costco is fully open, where we have crowded box stores, where people shop shoulder to shoulder, lineups, and the little store has to close. And so while people call the allegations of the global agenda behind these measures conspiracy theories, I mean, it's now gotten to the point where that kind of allegation is embarrassing. And I remind people, I'm not a conspiracy theorist, I'm a conspiracy analyst. And if you can't see what's really happening, from the use of the PCR test, I mean, our criminal courts, if you run a PCR test for DNA analysis past a certain cycle, I think it's 25, it's not admissible in court because it's recognized it's unreliable. We are running tests in Ontario at 43 to 45 cycles. Anything would test positive at that cycle. And I'm sure when the vaccine is administered, they'll run them at five cycles and claim that they've cured the pandemic. That's coming up the road as well. Luckily, with respect to vaccines, we're fortunate in Canada because our Supreme Court and our provincial appellate courts have said that we have a constitutional right. We have a constitutional right under our Charter of Rights not to be forced to take any medical procedure or treatment without our informed consent. And so they know that. And so that's why they're saying the vaccines are voluntary, except that if you don't take the vaccine, they say your freedoms will be restricted. You won't be able to travel and you won't be able to do certain things. The surprise that they have to deal with is that our constitutional jurisprudence also says that if something is voluntary, but you coerce a person or try to coerce a person into doing what you say is voluntary, then it's mandatory. So you can't say to a person, for instance, you don't have to confess to the crime, but if you don't confess, we won't let you out of the jail cell. Well, that's not a voluntary confession. So when they say you don't have to take the vaccine, but if you don't, here's the punishment, well, that's not voluntary. That's also an infringement of your constitutional rights. And of course, when we get there, as they're dishing out the vaccines and then they restrict your freedoms, we'll also go to court over that. And I think my 20 minutes are just about up, Dominic. Rocco, you can go on if you want. Okay, I have, apart from that, we're also going to be bringing applications for habeas corpus with respect to special needs children in Ontario, in Canada, because if you suffer severe special needs or severely autistic or physical disability, these children are literally prisoners in their own house. They're under house arrest. And so we're going to be bringing a habeas corpus application to force the government to have special measures to accommodate people with special needs, because our Constitution guarantees equality rights and life, liberty, and security of the person. And these kids suffer dramatically because they can't at the severe end of the disability, the neurologically disabled children, they just don't understand COVID measures. They don't understand self-isolation. They don't understand why they can't go to the same park, the same swimming pool, and see their friends. They just don't get any of this. Frankly, as an adult, I don't get it either, but they can't even understand it. So we're going to continue to file court actions against the government and encourage my colleagues in the bar to do the same. So, Rocco, I invite you to stay on because I think Maitre Bruza wants to come and have some kind of exchange, and we might get some questions too. So, sure. Again, thank you, Rocco, for being a speaker at this conference. Ciao Rocco Galati, I am Carlo Brusa
from Paris. Oh, And hi. I'm sorry I missed your segment. You speak Italian a little bit? I speak 7 languages. Allora, parli 8 when I'm posso salutarti in italiano, Rocco? Sì, io sono nato in Italia. Tu sei d'Italia, anch'io. Da 35 anni a Parigi e tu da quanti anni in America? Oh, 53. 53, perché abbiamo anche degli italiani che ci stanno guardando. We have some Ah, Italian sì. people, they watch the television, YouTube television, and also some people Right. in our association. Nella nostra associazione. Well, I like to say we're all Italian. It's just a matter of degree if you're from Europe. No, Ok. bellissimo. Dai, bellissimo. Un applauso a Rocco. Grazie Rocco, grazie per le tue bellissime parole et les tue spiegazioni. I have some questions. J'ai une question, d'abord en français, concernant les vaccins. Oui. Parce que je crois qu'on a entendu quand même une explication extrêmement importante faite par Alessandre Riancode et on est tous conscients du problème risque-bénéfice, etc. Est-ce que au Québec, vous avez, après je poserai la question à Rocco, est-ce qu'au Québec, vous avez entrepris quelque chose sur un plan pénal, juridique, pour, je ne parle pas pour bloquer, mais au moins pour porter la conscience de la dangerosité éventuelle? Au Canada, pour rapporter des causes criminelles pour des crimes contre l'humanité, il faut le permis personnel du procureur général du pays. Donc, le procureur général du pays ne va pas permettre une cause comme ça contre ses amis. C'est important, la réponse donnée, elle est très importante parce que des fois, nous nous plaignons en France du système que nous avons, alors que, à la limite, nous avons quand même un système qui avait été critiqué, mais qui permet encore, c'est pour ça que j'ai vraiment plaidé que le droit pénal, c'est peut-être encore une dernière chance de survie de nos droits. Pourquoi? Parce qu'en France, on peut déposer une plainte au procureur, si au bout de 3 mois, le procureur ne poursuit pas, nous pouvons la transformer en plainte avec caution de partie civile. Ça veut dire que les victimes ont un réel droit d'action. Et c'est pour ça que c'est très important aussi dans ces réunions internationales comprendre qu'il y a des différences parce que souvent les gens regardent les autres pays comme étant c'est merveilleux, c'est génial, etc. Donc c'est bien de prendre aussi ce qu'on peut voir de positif parce qu'aujourd'hui la plainte que nous avons fait contre les vaccins, oui, on a déposé un mot dépositato in Francia, et ça c'est quand même quelque chose d'assez unique, parce qu'aujourd'hui on a transmis, même au Québec, la plainte a été vue, au Belgique, etc. Donc je voudrais poser une autre question. Concernant si aujourd'hui vous ne pouvez pas agir sur un plan pénal, il n'y a pas d'autre possibilité si vous êtes... En fait, oui, Voilà. Au Québec, la possibilité de déposer un recours en injonction pour faire casser tout décret ou toute législation qui pourrait imposer la vaccination de façon obligatoire en fonction de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit le droit à la vie et la sécurité de la personne. Et puis, à ce moment-là, le débat serait sur la question de savoir est-ce que l'imposition d'un vaccin qui est considéré par les tribunaux canadiens comme une atteinte à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est justifié dans une société libre et démocratique en portant atteinte le moins possible à ce droit-là. Et je crois aussi que, Rocco, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois qu'on pourrait également peut-être invoquer des questions relatives au Code Nuremberg et la déclaration d'Helsinki sur le consentement libre et éclairé, qui sont le Code Nuremberg et la déclaration d'Helsinki sur le consentement libre et éclairé sont incorporés dans notre droit constitutionnel à titre de principe de justice fondamentale. D'accord. Oui, au Canada, la Constitution, c'est vraiment compliqué parce que le gouvernement fédéral et provincial ont leur juridiction séparée, exclusive. Donc, la santé, c'est provincial. En Ontario, les vaccins ne sont pas obligatoires. Au Québec, ils ont le pouvoir de les faire, mais ce n'est pas constitutionnel parce que la jurisprudence sur le traitement médical dit qu'on ne peut pas forcer personne à recevoir un traitement que la personne ne reçoit d'une façon volontaire. Donc, la loi existe au Québec, mais ce n'est pas constitutionnel.
Et aux États-Unis? C'est déjà décidé par la Cour suprême D'accord. qu'on ne peut pas forcer des médicaments sur une personne par force. Et aux États-Unis, la situation, elle est comment à travers la question des vaccins et la question de la population? Oui, aux États-Unis, c'est pas si clair. Ils n'ont pas établi le droit constitutionnel de refuser du traitement médical. Merci beaucoup. Ouais. Grazie. Thank you very much. Thank you very much Et for... moi, j'entendais pas qu'il faudrait pratiquer mon français aujourd'hui. Hein. Ah non, mais c'est très bien. Ah ben, Rocco, parli 7 lingue. 7 languages necessary. You practice all the time. Italian, Spanish, French. We are happy. Thank you very much. Thank you. Thank you. J'ai encore une question, parce que vraiment, je suis friand de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce que nous, en France, en Europe, on est toujours avec ce regard extrêmement toujours admiratif. Donc, c'est important que soit vous cassez le mythe, soit vous nous donnez envie de partir au Québec. Mais là, pour le moment, j'ai pas trop envie de partir au Québec. Il fait froid, en plus, il fait froid présentement au Québec, donc vous avez peut-être pas c'est pas le bon moment de le visiter. Pour revenir à notre question vraiment technique très importante. Est-ce que, d'abord, il y a une dualité de juridiction au Québec, administratif et judiciaire? Et deuxième question, est-ce que il y a la possibilité d'appliquer les traités internationaux devant les tribunaux canadiens? Comment fonctionne le système dans le rapport entre la loi interne et les textes? En fait, je vais répondre pour le Québec. Rogo, tu pourras parler des traités internationaux par la suite. Au Québec, en fait, la juridiction n'a pas ce que vous appelez en France les référés administratifs. On n'a pas ce genre de procédure-là. Donc, on doit procéder devant les tribunaux de droit commun, soit la Cour supérieure du Québec. Et en Ontario, c'est la Cour supérieure de l'Ontario. Donc, c'est les tribunaux de droit commun qui ont juridiction. Alors, à moins de demander des injonctions interrogatoires provisoires d'urgence, les dossiers suivent leur cours selon la vitesse à laquelle on peut procéder. Concernant les traités, Rocco, je vais te laisser répondre. Oui, en 1989, j'ai fait des arguments devant la Cour suprême du Canada qui a établi dans cette cause que quand les tribunaux canadiens interprètent les lois canadiennes, il faut une interprétation selon les traités internationaux. Donc, une autre cause est allée au-delà de ça en disant que s'il y a un droit concret dans un traité international, ce droit devient la protection minimale selon notre charte canadienne, selon nos droits à la vie, liberté et sécurité de la personne. Donc, au Canada, tous les droits qui sont contenus dans les traités internationaux, il faut les ajouter comme droit constitutionnel domestique. Magnifique. Et maintenant, pour revenir à la gravité des sanctions, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir attaquer il y a la voie d'action et la voie d'exception. Voie d'action, c'est quand on conteste une loi devant le Conseil constitutionnel en France, et ce sont les députés ou sénateurs, etc. Ou la voie d'exception, nous en France, on a la QPC, on ne peut pas contester en tant que telle une loi. Est-ce que vous avez la possibilité, parce que là, quand tu parlais des sanctions très lourdes, est-ce que ça, sont des décrets, c'est une loi? Est-ce que vous avez la possibilité de contester? Parce que c'est quand même dramatique, les montants qui sont... En fait, juste pour revenir sur les montants que j'ai mentionnés, présentement, au Québec, quelqu'un qui ne porte pas le masque dans un lieu public fermé est susceptible de recevoir une amende allant de 1 000 à 6 000 $ canadiens. Et la même chose pour les rassemblements que le gouvernement québécois a décrété comme étant illégaux. Donc, aller chez quelqu'un, et si un policier remet un constat d'infraction, c'est aussi de 1 000 à 6 000 $ canadiens. Donc, la possibilité de contester, c'est de deux façons. C'est si une personne reçoit un constat, c'est de plaider non coupable et d'attendre un procès devant le tribunal pénal, de contester dans la juridiction du tribunal pénal, ou d'attaquer directement le décret, parce que présentement, ce sont des décrets, non pas une loi qui impose les mesures et les amendes. À ce moment-là, attaquer le décret en ce qu'on appelle un pourvoi en contrôle judiciaire de la décision gouvernementale. Mais encore là, c'est devant le tribunal de droit commun et non pas devant le tribunal administratif, comme vous avez en France, des
des référés, des choses comme ça. Donc, on n'a pas ce mécanisme-là. Donc, c'est un peu plus lent dans nos tribunaux de droit commun que vous avez en France comme possibilité de contestation. Il faut ajouter... Je lui dis quand tu me le dis. Hein. Non, OK. Il y a des questions du public aussi. Excuse-moi, Rock. Pardon. I'm sorry. Il faut ajouter au Canada, le Parlement n'est pas suprême. C'est la Constitution qui est suprême. Et la Constitution au Canada est suprême en ce qui concerne le Parlement, toute action exécutive et même la jurisprudence. On a le droit de réviser la jurisprudence si la jurisprudence va contre la Constitution au Canada. Donc, c'est le Parlement, l'exécutif et la jurisprudence des cours et notre Cour suprême a déclaré c'est pas une discrétion de la Cour, c'est un devoir. La Cour n'a pas de choix que réviser la constitutionnalité de toute loi qui est imposée au Canada. Merci beaucoup. Thank you very much, Rocco. Il y a some question. Il y a des questions. Rocco, there's questions from the public. So. Ok, après, C'est vrai? je vais vous les dire. La première, elle est plus scientifique, c'est-à-dire que docteur oui, non, restez, je reste là. Docteur Alexandra Caude-Henrion-Caude a dit qu'en fait, ce vaccin est expérimental et que éventuellement, ça passerait sous le code de Nuremberg. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième, qui est beaucoup plus populaire, le peuple qui demande, comment la population vit-elle cette situation au Cap partout, se rassemblent-ils, respectent-ils les lois, se dénoncent-ils entre eux, quelle est l'ambiance générale et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est une préoccupation, si vous pouvez finir en donnant des solutions, en tout cas, à la fin du débat. Merci. Rocco, I will answer on the vaccine, and maybe you can add or correct me if I'm wrong. Mon interprétation de la situation est à l'effet que le Code Nuremberg interdit l'expérimentation sur les êtres humains. Et cette obligation, ce droit-là serait enchâssé dans notre Constitution canadienne. Donc, sur la base d'opinions scientifiques, et là, évidemment, il y aura un débat sur la question des opinions scientifiques et sûrement qu'il y aurait des opinions scientifiques contraires à ce que la Dr Henrion-Caude a présenté si on se retrouve devant un tribunal. Mais advenant qu'un tribunal accepte le fait que le vaccin, sur la base d'opinions scientifiques, constituerait une expérimentation sur les êtres humains, il y aurait des chances que les tribunaux pourraient invoquer, accepter l'application du Code Nuremberg, à moins que je me trompe, Rocco, là, peut-être que tu peux me corriger, si c'est le cas. No, the Nuremberg Code prohibition against any medical experiment or any medical treatment has already been recognized by our Supreme Court. We have a constitutional right in Canada to refuse any and all medical treatment, even if it kills us. The only exception the Supreme Court has made is that a parent cannot refuse treatment of a child if that child's going to die imminently or seriously be injured, because the child has his or her own independent charter rights as a person. So this usually arises in blood transfusion with Jehovah's Witnesses. The court has said you cannot make the choice for your child to die. It has to go to court. Then the court decides whether treatment is refused or not. But it still maintains the right to no treatment without consent. And in the case of a minor, it's the court that gives the consent. Tu peux traduire en dire un mot en français parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, juste pour traduire ce que Rocco Galati a dit, c'est que la Cour suprême du Canada a décrété que chaque personne a le droit de refuser un traitement médical et que de vouloir imposer un traitement médical à une personne était constitutionnel en droit canadien. La seule exception étant qu'un parent pourrait consentir pour son enfant, mais à certains égards, dans certaines exceptions. Alors, c'est l'état du droit présentement au Canada. Donc, évidemment, toute question relative au vaccin serait soumise à l'appréciation des tribunaux devrait être décidée en fonction de ces règles-là de droit constitutionnel canadien. Donc, ça veut dire que nous sommes plutôt dans la thérapie que dans le vaccin.
Parce que si on parle de vaccin, on parle plutôt de quelque chose qui est obligatoire. Et quand on parle de consentement du patient, on est plutôt dans une thérapie. Si on regarde bien les choses, donc même le mot, comme disait Alexandre Yoncode, le mot vaccin est inapproprié. Exactement. Yeah, just to be clear, you know, they play with these notions that something is not medical treatment, it's prevention. Our courts have said, you know, in a case where they had violent psychiatric patients and they wanted to calm them down by giving them mind-altering drugs, the court said you cannot do that. That was an injection of a drug to calm the person down. The court said you cannot give that drug even to a violent psychiatric patient without permission from the patient. C'est important. Alors, juste pour traduire également, ce que Maître Galati a mentionné, c'est qu'il y a une décision des tribunaux au Canada à l'effet qu'un patient à qui on voudrait donner de la médication, un patient en traitement psychiatrique à qui on voudrait donner de la médication pour le calmer, même à lui, on ne peut pas imposer la médication. Et donc, on est vraiment au stade du consentement. Là, il ne peut pas avoir du consentement. Exactement. Consentement libre et éclairé. Il y avait la question du public, c'était aussi comment au Québec se passe actuellement, quel est l'état d'esprit, parce que c'est important. Nous, on connaît, il y a un sondage en France qui dit grosso modo que 60%, 65% des Français se portent très mal. Nous avons une augmentation de consommation d'anxiolytiques énorme. Naturellement, ne parlons pas d'alcool, de violence sur les enfants et des femmes dans les familles. Donc, on est quand même dans je veux dire, tout ça va laisser derrière lui un champ de ruines, comme on dit souvent. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Je vais répondre pour le Québec et Rocco, je te laisse répondre pour l'Ontario par la suite, parce que tu as des statistiques vraiment probantes en Ontario et pour le Canada. En fait, au Québec, évidemment, comme dans tout pays, je crois que l'ambiance n'est pas fameuse. D'autant plus qu'ils nous ont coupé les rassemblements pour les fêtes de Noël. Sur la question en fait, les mesures sont lourdes, sont acceptées par une grande partie de la population. Il y a peu de voix de dissidence qui sont exprimées dans les médias. Il y a beaucoup de censure également sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on peut constater. Et également, comme Rocco l'a mentionné, au Québec, les médecins, on leur interdit d'exprimer leur opinion sous peine de sanctions disciplinaires. Il y a des avis à ce niveau-là qui ont été émis par le Collège des médecins. Donc, évidemment, ça crée un climat de tension très lourd avec les amendes qui sont imposées pour le non-respect des mesures. La question de la dénonciation, parce que je crois que c'était une question qui était posée. Selon ce que j'ai lu dans les médias récemment, la mairesse de Montréal a invité les citoyens à dénoncer leurs voisins si des rassemblements étaient constatés. Alors, il y a une invitation des autorités à dénoncer les citoyens qui ne respecteraient pas les mesures. À savoir, est-ce que c'est approprié? Je vais me garder une réserve, là, mais c'est un constat que je fais. Et il y a des invitations comme ça qui ont été faites aussi par les autorités provinciales. Donc, évidemment, les décrets sont là sur les mesures. Chaque personne est invitée à les respecter. Évidemment, certains peuvent être dissidents, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des recours judiciaires qui ont été déposés, comme celui de Maître Rocco Galati, qui vont être déposés au Québec très prochainement, justement pour faire valoir les droits des citoyens constitutionnels à l'égard des mesures qui ont été imposées. Et ça sera aux tribunaux de trancher la question. Je ne me prononce pas sur les jugements possibles des tribunaux. Je ne fais que constater l'état de la situation et les règles juridiques qui peuvent être applicables. Et dire aux gens qu'il y a des débats légitimes qui peuvent être amenés devant les tribunaux pour débattre de ces questions-là. Now, Rocco, maybe you can talk about the population mood in Ontario and the collateral damages that It depends where you are. In a big city, everything is tense. You could feel the tension. As you get into the rural areas, people are more relaxed because there's more space. But clearly, the measures in Ontario, in Canada, are not even disputed. We have had 4 times more suicides, 5 times more drug addiction deaths. The domestic violence is up. 42% more deaths from heart attacks because of canceled surgery. So on and on and on. Now, if you look at it on a global basis, the statistics that have been generated, they vary. The estimates vary between 8 to 12 to 1. For every person who they say has died of COVID, 8 to 12 people die from the COVID measures.
So the cure is very much worse than the feared disease. You get 10,000 children a month, additional children starving to death from the distribution of the food supplies. In England, in April of 2020, they had 10,000 more Alzheimer's deaths than in April of 2019 because of the isolation. You know, it's a body count that's scandalous. You know, and part of our constitutional law in deciding whether these measures are justified, the last test the government has to pass is, are the beneficial effects outweighed by the detrimental effects? And clearly the detrimental effects are that you're killing more people than you say you're saving. C'est qu'on peut dire, c'est que ce que je constate par rapport à toutes les interventions que nous avons eues, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment le message, c'est que la gouvernance mondiale a réussi à gagner, elle est en train de gagner. The world government, nous on appelle la gouvernance mondiale, est en train de gagner, est en train de gagner toutes ces opérations, parce que en réalité, nous constatons la même dictature sanitaire au Québec, la même dictature sanitaire au Canada. En Europe, nous sommes en dictature sanitaire, mis à part un peu la Suède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que les big pharma et les big data sont en train de mettre en œuvre est en train de détruire des années, des dizaines, des centaines d'années pour construire des démocraties. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une démocratie au Québec? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une démocratie à Ontario? Est-ce qu'on peut dire que nous avons des démocraties en Europe? Je ne crois pas. Aujourd'hui, nous sommes des objets du droit. On est sous pression, on est sous la décision d'un exécutif qui agit comme un pouvoir théocratique et qu'il n'y a plus de contrôle des parlements et qu'au niveau judiciaire et au niveau juridique, nous n'avons plus de recours. C'est pour cette raison que je suis en train de dire qu'aujourd'hui, soit notre mouvement intellectuellement parlant, débouche sur un mouvement transversal, international, fort, dans lequel nous puissions crier liberté ensemble, en dénonçant ce qui est en train de se passer au niveau de la gouvernance mondiale. Parce que effectivement, la mise en œuvre du processus, c'est une mise en œuvre que j'appellerais terrifiante. C'est terrifiant ce qui se passe au Québec, c'est terrifiant ce qui se passe en Ontario. Bon, l'espoir c'est quoi? L'espoir c'est que soyons nous, à apporter tout cela. Je veux dire que si on se limite à nos recours individuels enfermés chez nous, alors que ces moments-là sont des moments dans lesquels il y a un souffle qui doit nous porter. Thank you very much, Rocco. I'm sorry for this final little bit passion, Italian passion, not French. No, and thank you. Often when I speak publicly, I make reference to World War II and the fascist measures during the war, and people criticize me saying, you can't compare this to the fascism in Germany and Italy, and I say, listen, Absolutely. This is worse. This is global. That was restricted to those Absolutely. countries. My father spent 5 years in a Mussolini camp because he resisted Mussolini. Right? Some of us who have fathers who lived during that time understand that these things are not only possible; they're here. Yeah. And this is a global fascism that's taken over. Absolutely. Il dit que But you know, what I say to people is this: they have all the money, they have the politicians in their pockets, they have the police, they have the army. One thing they do not have is that they do not control the consent and obedience of people of conscience or people who don't like the measures. They cannot. They do not have our consent or our obedience at will. And so I say to people, you know, if you're against these measures, do what you feel comfortable to assert your constitutional rights and resist these fascist measures. Thank you, Rocco. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Rocco, de ta participation à l'événement. I have a last question to each of you. Because this is a peace summit post-COVID, it's wishful thinking, but maybe it's already here. How can we, as lawyers, announce the end of the pandemic, of the COVID? It's over. Can you give us an input from each of your opinion and expertise? Thank you. Je laisse parler Non, je t'en prie. D'abord, c'est vous.
Ben, en fait, Je ne sais plus quoi dire. donc c'est pour ça. En fait, comme je l'ai mentionné, l'espoir que j'ai pour les recours judiciaires, c'est ce que je vois dans les tribunaux, les quelques décisions qui ont été rendues par les tribunaux jusqu'à maintenant semblent démontrer que les juges ont une conscience différente de ce qui se passe chez nos politiciens, à l'effet que les mesures doivent être justifiées. On veut la preuve de la science et de la médecine qui justifie les mesures. Donc, s'il y a cet éveil-là au niveau des tribunaux qui se produit, je crois que c'est important aussi que les gens s'informent. Comme Rocco l'a mentionné, Rocco a fait beaucoup d'éducation en Ontario. Rocco a créé un site web, le Constitutional Rights Center. Il fait des capsules, des vidéos, comme vous faites, Maître Brouza, avec Réaction 19. Je crois que c'est important de continuer à le faire pour informer les gens de leurs droits, informer les gens qu'ils ont des droits qu'ils peuvent invoquer et éveiller les consciences des gens aussi au niveau de ces droits-là. Et je veux remercier Rocco du travail énorme qu'il a fait en Ontario pour éduquer les gens sur leurs droits, éduquer les gens sur les recours qui sont possibles et éduquer les gens à ne pas avoir peur de ce qui se passe présentement au Canada et dans le reste du monde. Donc, Rocco, je vais te laisser aller sur la question qui est posée sur comment on peut voir une fin à tout ça. Well, we're filing an application very soon, citing the medical evidence, the scientific evidence, and also the mortality rates being no different. And we're asking the court to declare that under these circumstances, peaceful civil disobedience, for instance, of the lockdowns, is a constitutional right until the Supreme Court rules on it. So we're going to plead with the court. We're going to file with the court to say that it's our constitutional right to ignore the lockdown because there's no basis for it. And that's when people assert their right to civil disobedience, which has a long history, peaceful civil disobedience, then it'll be over. De mon côté, je voudrais terminer sur une approche qui est proche de la vôtre, qui est vraiment intégrée aussi dans le processus de Réaction 19, mais qui pour moi ressort plutôt de l'état d'esprit que je ressens. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons réellement changer les choses si les peuples ont envie de changer les choses. Oui. C'est nous, on peut, avec notre niveau, nous pouvons peut-être inspirer, mais il faut que les peuples, reprennent leur propre conscience. S'il n'y a pas cette prise de conscience que la vie que nous conduisons aujourd'hui, ce n'est pas une belle vie, une vie qui est fondée seulement sur le capitalisme, sur l'argent, sur la réussite effrénée, ce n'est pas une belle vie. Et au fond, nous payons peut-être de ce que nous avons construit de délétère, d'éphémère. L'argent est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Le capital bonheur, nous ne l'avons plus intégré dans nos existences. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment à travers un travail dans lequel l'éveil de conscience, c'est avant tout l'éveil de comprendre que la vie n'est pas celle qu'on nous a vendue. On nous a vendu la technologie, on nous a vendu les téléphones, on nous a vendu l'argent, l'aspiration, la maison, les bateaux, la richesse, mais malheureusement, on voit que tout ça s'est effrité parce que ce n'est pas quelque chose de concret. Le bonheur est dans le cœur, le bonheur est dans l'âme, le bonheur est à nous. Le bonheur, c'est celui que nous donnons quand on se réveille le matin avec un sourire à nos enfants, à notre femme, à notre mari, à notre amant, à notre maîtresse, peu importe. Mais c'est ça, la queue de voûte. Et je pense que c'est essentiel. Et ce n'est pas un discours d'un idéalisme, comment dire, simpliste, parce que c'est malheureusement ce discours que nous n'entendons plus, parce que le président de la République a dit « nous sommes en guerre », alors que nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre entre les peuples. Nous avons un virus que peut-être est en train de rapprocher les peuples. Parce que ce que vous vivez au Québec, au Canada, au Québec, en Colombie, en France, en Suisse, et c'est exactement la même chose. Et alors là, les peuples doivent comprendre qu'effectivement, cette oppression n'est pas le bonheur de la vie et que nous devons sortir de l'esclavagisme dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons. Et c'est nous qui devons apporter le maximum de clés juridiques, le maximum de clés humaines, aussi les clés médicales pour que chacun puisse comprendre qu'il faut changer de vie. Voilà. Merci beaucoup. Rocco, thank you very much again for your time. It's invaluable, the time that you gave to us, and your analysis of the situation is always enlightening for a lawyer like me.
Thank you very much. Ho fatto un nuovo amico italiano. Grazie Piacere. Rocco, anche per me sei Piacere. una persona squisita e penso anche a quello che hai detto dei tuoi genitori e del fascismo, che sono cose che mi avvicinano molto a quello che tu hai fatto. Grazie Rocco.